quelle est la réalité des métiers du test dans le secteur numérique? Dans Calisti, je vous propose de vulgariser toutes les questions liées à ces métiers, aussi bien pour les personnes qui démarrent dans le secteur, mais également pour des personnes plus expérimentées, et tout ça avec des invités incroyables qui partagent leur savoir et leurs expériences, parce qu'on gagne forcément à apprendre les uns des autres. Je m'appelle Nankeda, actuellement test lead dans une entreprise du service numérique, et je vous souhaite une excellente écoute. Tu n'as pas besoin d'avoir un cursus technique. Il faut apprendre les bonnes pratiques. Mais c'est accessible à tous, et en particulier à tous les testeurs. Voilà, cette demande liée à l'automatisation, il semble qu'elle va être réglée par l'IA. Quel va être l'impact sur les métiers, sur les personnes, sur l'emploi? Et on ne sait pas. Bonjour Bruno, comment vas-tu? Écoute, très bien. C'est un peu une première pour moi de participer à un podcast en général et au tien en particulier. Alors, écoute, c'est un plaisir. Hein. J'ai écouté quelques sessions et j'ai trouvé ça vraiment bien, intéressant, fun. Et donc, j'espère que ça sera le cas aujourd'hui. Écoute, plaisir partagé. Vraiment, je suis contente qu'on ait pu caler ce moment pour l'enregistrer. Alors Bruno, tu es professeur de génie logiciel à l'Université de Bourgogne-Franche-Comté et cofondateur de Smart Testing. Tu es membre actif de la communauté du test francophone avec plusieurs contributions auprès du CFTL et sur la taverne du testeur. Tu es également auteur et speaker. Et aujourd'hui, on est là pour parler justement d'intelligence artificielle, sujet, je pense, qui a suscité ton intérêt avant que le grand public n'en entende parler. Donc, encore une fois, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation dans Calisti. Alors, si je ne me trompe pas, ça fait plus de 25 ans que tu gravites dans le monde de la qualité, parce que j'ai vu une publication qui datait de 2001. Je me suis dit, bon, on est en 2024, ça doit faire plus de 25 ans. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qui t'a amené à te tourner vers ce secteur dans le détail, et puis jusqu'à ce que tu en arrives en fait à la création de Smart Testing? Oui, très bien. Écoute, si tu veux, j'ai commencé dans le logiciel, dans une société de service, il y a un certain temps, et en même temps, j'étais attiré par la recherche. Donc, ça m'a amené à entrer à l'université comme prof d'informatique. Et dans les travaux réalisés, je travaillais sur des techniques d'IA déjà à l'époque, donc il y a un certain temps, pour interpréter des spécifications. Et en fait, quand tu analyses des spécifications, finalement, une façon d'exploiter cette analyse, c'est de créer des tests. Et c'est comme ça que vraiment ça a démarré, c'est-à-dire que l'utilisation de techniques d'IA à l'époque, qui ne sont pas exactement les mêmes que celles d'aujourd'hui, qui est ce qu'on appelle de l'IA symbolique, c'est-à-dire du raisonnement par règle, si tu veux, pour analyser des specs, m'a amené à travailler sur la génération automatique de cas de test à partir de spécifications. Et donc, finalement, l'idée est de faciliter l'automatisation du processus de test par la génération de tests à partir des éléments de spécification. C'est comme ça que j'ai démarré sur le test, donc il y a effectivement plus de 20 ans, 25 ans même. Voilà. Et effectivement, si tu veux, cet aspect d'abord en société de service, comme consultant en matière de projet logiciel, puis au sein de l'université, donc, m'a amené finalement à être en permanence entre les deux mondes. C'est-à-dire celui finalement de l'entreprise et avec les problèmes techniques et le test, le monde du test que tu connais bien, que tu promeus, mais aussi la formation enseignant en génie logiciel donc dans une filière de master avec des étudiants de master 1, master 2, etc. Et ça m'a amené finalement à travailler dans plusieurs champs, c'est-à-dire à la fois le fait d'avoir des activités de consultant en entreprise, qui m'a aussi amené à créer l'entreprise Smart Testing. Donc à partir des travaux de recherche que l'on a fait sur la génération automatique de tests, comme éditeur de logiciels. Donc Smart Testing, c'est un éditeur de logiciels. Et puis d'autre part, finalement d'être formateur dans ces domaines-là.
ce que je suis toujours. Oui. Mais aussi formateur, au-delà des formations génie logiciel donc à l'université, d'être formateur ISTQB. Donc, ce qui m'a amené à rentrer finalement dans l'espace communautaire, hein, ISTQB et CFTL. Donc, ISTQB, je pense que beaucoup de tes auditeurs connaissent, hein, c'est le référentiel de compétences des testeurs dans le monde entier. Mhm. Et puis CFTL, c'est le Comité français des tests logiciels qui organise chaque année la journée française des tests logiciels et qui est finalement le représentant en France de l'ISTQB. Donc je me suis beaucoup investi depuis 2013 dans cet écosystème-là Oui. pour contribuer finalement à l'élaboration des schémas de compétences, hein, tu sais, au sein de l'ISTQB, mais aussi dans l'animation de la JFTL. Ok. Voilà. Alors, une petite information et une rectification. Depuis le 1er septembre, je ne suis plus professeur des universités. Donc, ok. j'ai arrêté cette activité-là pour être plus focus. Alors, j'ai pris ma retraite de cette activité-là, pour être très clair. Et je suis maintenant dans la double activité entre le responsable des activités intelligence artificielle de Smart Testing. Donc, j'anime j'anime les activités et j'anime le laboratoire IA qui contient 5 ingénieurs IA pour le test. Mhm. Et puis, donc ça, c'est mon activité à Smart Testing. Et puis, je suis très investi sur ces aspects IA, à la fois au CFTL et donc à l'ISTQB. Ok. Et on pourra en parler, mais il y a une actualité importante parce que l'IA, en particulier l'IA générative, transforme nos façons de faire des tests, nos façons de concevoir des tests, nos façons d'automatiser des tests. Et ça nécessite finalement de pouvoir partager cette évolution des connaissances et des pratiques. Et j'ai lancé un groupe de travail testé avec l'IA générative récemment. Ne rentre pas trop dans le détail. Attends. Ne rentre pas trop dans le détail. C'est ça. Je vais te poser mes questions. Plus court, Nakanda. Non, tu peux, mais c'est vrai que j'aime bien poser la question avant. Moi aussi, ça va m'aider. Ok. Écoute, merci beaucoup pour cette présentation. Je pense que on voit un petit peu mieux où tu te positionnes, en tout cas dans ce monde de la qualité. Donc, en septembre dernier, je suis tombée sur une publication de Smart Testing sur LinkedIn, donc justement vis-à-vis d'un e-book intitulé Tester avec l'IA générative. Donc, je l'ai téléchargé, je le trouve vraiment très bien fait dans le sens où on a une explication très claire de ce que c'est un LLM, comment ça fonctionne, et même si on ne s'intéressait pas au sujet auparavant, en fait là c'est très parlant quoi, et c'est très concret avec des exemples, comment ça se passe quand on est sur un site d'e-commerce, etc. Donc ce que j'aimerais, c'est que pour les personnes qui n'auraient pas eu l'occasion d'ouvrir cet e-book, pour les personnes qui ont dans un coin de leur tête comment est-ce qu'on peut tester avec l'IA, qui sont qui sont testeurs, qui bossent dans la qualité, entendre en fait les résultats des recherches que tu as menées, des recherches qui sont menées par Smart Testing avec ce laboratoire. Et je vais te poser plein de petites questions pour un peu avoir des réponses, quoi. Voilà. Alors, aujourd'hui, comment concrètement l'intelligence artificielle peut améliorer les processus de test traditionnels? Alors, je voudrais déjà dire que dans les métiers de l'IT, il y a des métiers qui sont déjà impactés de façon très importante. Mmh. Là, les statistiques chez les développeurs est qu'aujourd'hui, 76%, c'est les enquêtes Stack Overflow, donc sur plus de 60 000 développeurs, utilisent ou prévoient d'utiliser maintenant l'IA générative pour le code, et qu'à l'intérieur de ça, plus de presque 70% ont un sentiment favorable ou très favorable. Alors pourquoi je parle des développeurs? Pour dire que si dans le métier des développeurs, c'est devenu aussi vite une
partie du quotidien, c'est parce que finalement les tâches sont assez ciblées, générer du code, maintenir du code. Nous, dans le test, on a des activités beaucoup plus diversifiées. Hein, je veux dire que la journée d'un testeur, c'est finalement beaucoup d'activités assez différentes entre des éléments de reporting, des éléments de mise à jour du référentiel de test. Et donc, ça veut dire que finalement, l'IA va s'intégrer à ces activités-là de façon adaptée. Et ça va prendre un peu plus de temps, mais le renforcement, l'assistance aux activités va être important. C'est ça que je voulais dire d'abord. Après, il y a basiquement deux façons qu'il faut bien avoir en tête dont l'IA générative se diffuse. Hein, c'est actuel, c'est pas demain, c'est aujourd'hui. La première, c'est directement dans l'utilisation des chatbots IA. Donc, bien sûr que tout le monde a en tête ChatGPT, mais pas que, hein, puisque quand on est sur Gemini de Google, on a les mêmes services. Quand on est dans Microsoft Copilot sur le navigateur, on a les mêmes services. Ça, c'est une première façon. C'est une façon, en fait, déjà extrêmement pertinente. On verra dans le détail. Et puis, l'autre façon, c'est que les outils de test, par exemple de test management ou d'automatisation de tests, sont en train d'être augmentés par l'IA. C'est-à-dire qu'à l'intérieur de ces outils, par exemple, je vais prendre un exemple de Smart Testing. Hein, on développe avec Jest un outil d'aide à la conception des tests. Eh bien, la version 4 qui vient de sortir permet d'aller analyser une suite de tests existantes, hein, donc un ensemble de cas de tests décrits comme habituellement, pour pouvoir aller refactoriser, c'est-à-dire détecter finalement homogénéiser, uniformiser la rédaction des cas de test, parce que souvent c'était un peu fait au fil de l'eau, et après l'optimiser. Okay. C'est-à-dire proposer des optimisations, donc finalement des cas de test qui seront détecter les redondances, qui seront finalement plus efficaces, plus pertinents. Et ça, c'est grâce à l'IA. Donc c'est vraiment la deuxième méthode. Les outils qu'on utilise au quotidien sont en train d'intégrer des fonctions IA. Mais que ce soit avec un chatbot IA ou à l'intérieur des outils, c'est complémentaire. C'est important voilà, qu'on ait ça en tête. C'est pas l'un ou l'autre, quoi. C'est que les deux sont des moyens complémentaires. Ok, très très clair. Donc en fait, quelque part, là on n'est pas dans la partie activité du processus logiciel pur et dur. On est en fait tout ce qui va accompagner quelque part. Alors là, tu parlais des métiers de l'IT dans leur ensemble. Tu parlais des développeurs. Bon, c'est vrai que le pourcentage est quand même assez énorme. Mais en fait, on est vraiment dans chacune des actions qu'on va faire dans un contexte professionnel qui est déjà aujourd'hui, qui a commencé à être augmenté par l'intelligence artificielle. Exactement. Et la façon dont tu le dis est la bonne, c'est-à-dire qu'il faut vraiment voir activité par activité. Mm-hmm. Je vais te donner un exemple, un cas d'usage qui progresse rapidement, c'est l'analyse des user stories, des critères d'acceptation, oui. Au moment où, dans une itération, eh bien, on est en train de se poser les questions d'analyser les cas de test à créer pour les développements spécifiques de l'itération. Okay. Je vais prendre l'exemple de AXA, hein, qui on travaille là justement dans le groupe de travail du CFTL. Ils ont mis en place dans les ateliers dits Tres Amigos, donc ces ateliers agiles où il y a le product owner, testeur et développeur. Ils sont passés à 4 Amigos, okay. C'est-à-dire en rajoutant l'IA qui est requêté, donc un chatbot IA, hein, qui est requêté pour amener finalement de l'analyse et des propositions complémentaires sur les critères d'acceptation. D'accord. Et sur les scénarios d'acceptation. Donc on voit l'IA comme un collègue, quoi, finalement, qui apporte de la valeur parce qu'avec les bases d'apprentissage qui ont été utilisées pour ces modèles, eh bien, il sait répondre à des analyses pertinentes, par exemple, sur les critères d'acceptation. En disant, là, il y a une incohérence entre tel critère
d'acceptation est celui que je vois là. C'est vachement utile. Et ça, c'est un exemple, mais qui se diffuse assez rapidement et qui fait gagner du temps, qui évite des erreurs, de double ligne de travail, etc. Mais tu vois, dans un moment où l'équipe travaille avec l'IA, en fait. Ok. C'est hyper intéressant, je trouve. Et en fait, ça ne cesse de se nourrir tous les jours. On découvre une nouvelle utilisation possible. Oui. Pour le coup, c'est vraiment c'est passionnant. Tu l'as déjà dit dans ta présentation. Comment est-ce que tu as eu l'idée au sein du laboratoire de te dire, ok, on va essayer de creuser un petit peu la question. En soit, je pense que t'as fonctionné probablement comme ça depuis 25 ans, vu que tu es sur les sujets de recherche. Ce laboratoire en question, quand tu as vu les impacts que ça pouvait avoir sur le test logiciel, qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit, bon, on va y aller, et puis en fait, on va vraiment approfondir cette recherche pour essayer d'en sortir en fait des outils qui vont pouvoir servir derrière, là en l'occurrence au monde du test. Alors, tu sais, l'IA, c'est un grand domaine technique, en fait. Hein. Et ce qui fait que au sein de l'équipe IA de Smart Testing, on appliquait des techniques d'IA depuis toujours pour générer automatiquement les tests. Ok. Des techniques finalement basées sur de la résolution de contraintes pour générer automatiquement les cas de test à partir des specs. Donc on a cette culture-là. Mais l'évolution technique avec l'IA générative a changé quand même assez profondément l'accès à ces techniques et je trouve qu'elles sont beaucoup plus faciles d'accès. Et lorsque la vague est arrivée, hein, tu sais, la sortie de GPT-3, c'est en novembre 2022. C'est ce qui est assez drôle parce que finalement, on a l'impression que on vit déjà depuis pas mal de temps dans un univers avec l'IA générative, mais c'est faux. Tu vois, c'était il y a 2 ans. Donc c'est tout à fait impressionnant. La façon dont ça s'est inscrit rapidement dans notre quotidien. Eh bien, on a assez vite compris que là, il y avait un vrai sujet. Okay. C'est-à-dire que les capacités d'analyse, tu vois, textuelle font vraiment une grosse différence. Et ça, c'est lié au fait que par rapport à ce qu'on avait avant, là, les modèles sont pré-entraînés. Oui. Tu sais, quand tu utilises GPT... Donc, ChatGPT, tu travailles avec un modèle qui a été pré-entraîné, entraîné avec beaucoup de données, et tu n'as pas à l'entraîner toi-même, en fait. Tu as à utiliser et ça, ce sur quoi il a été entraîné, et ça change tout, quoi. Et donc, dès la fin de 2022, on a commencé à expérimenter en lien avec la conception de tests, hein, qui est ce qui nous intéresse, sur la façon dont on pouvait appliquer, par exemple, pour faire de l'analyse de cas de tests existants, faire du refactoring, de l'amélioration, de l'optimisation. Donc c'était à la fois une continuité, et puis l'IA générative amène vraiment beaucoup de nouvelles perspectives. Ok, mais c'est ce que je trouve... alors, dans ta réponse, tu me dis que à partir de 2022, vous avez un peu approfondi le truc. Mais ce que j'ai vu, en tout cas, oui, le travail était démarré avant. Vous étiez un petit peu en avance par rapport à quand le grand public a entendu parler de ChatGPT et d'OpenAI et autres. Vous aviez déjà commencé ce travail-là, parce que je suis tombée sur une vidéo de 2021 où vous parliez déjà d'IA générative pour les tests, quoi. C'est ça. En fait, si tu veux, il faut voir bien cette déclinaison de technique IA. Oui. Donc, l'IA symbolique à base de règles. Hein. L'IA neuronale qui permet par exemple, de faire des prédictions. Tu sais, mais pour lequel tu dois entraîner toi-même les modèles. Oui. Et c'est des choses qu'on a fait. Par exemple, on a développé un prototype pour prioriser des cas de test en entraînant un modèle d'IA neuronale sur la base des résultats historiques d'exécution des cas de test. D'accord. Tu sais. Okay. Et ça, ça nous a effectivement donné cette culture de l'IA où, mais nous-mêmes faisant les entraînements.
Et ce que je veux dire, c'est que l'IA générative telle qu'elle apparaît à partir de 2022, avec des modèles préentraînés, change beaucoup. En fait, il y a vraiment un message que j'aimerais passer à l'ensemble des personnes qui vont nous écouter, c'est que l'accès à l'IA par l'IA générative est extrêmement facile, extrêmement simple. Et ça change tout. Tu vois, c'est-à-dire que l'IA, ce qu'on appelle le deep learning, que nous, on utilisait dans les années 2020 en faisant les entraînements de modèles, c'est assez complexe à mettre en œuvre. Et finalement, un modèle d'IA générative, c'est un modèle basé sur du deep learning, mais le fait que les entraînements aient déjà été faits, fait que finalement, on est dans un usage extrêmement simple. Donc, vraiment, c'est un message important, c'est que là, on a un moyen d'accélérer les tâches de test, de nous aider à les réaliser, qui est disponible pour l'ensemble des testeurs aujourd'hui, et que c'est un sujet majeur, quoi, pour chacun et pour, bien sûr, les équipes, quoi, les organisations. Je ne sais pas si je fais bien passer ce message, parce que, tu vois, comme moi, effectivement, j'ai un background de chercheur et que je suis là-dedans. On pourrait croire que, finalement, il faut un doctorat en informatique pour pouvoir l'utiliser. Mais ça, c'était vrai des anciennes techniques d'IA, et c'est plus ça du tout pour l'IA générative. Et c'est ce que j'ai voulu, si tu veux, transmettre dans le livre, dans le e-book, qui est un guide qui donne finalement les éléments actuels de l'IA générative. Mais c'est facile. En fait, il y a quelques techniques, quelques savoir-faire à appréhender, et ça y est, quoi. Vous allez maîtriser ça. Et donc, c'est vraiment un message extrêmement important. La donne a changé, et l'IA est vraiment au service de tous avec ces nouveaux modèles, ce qui n'était pas vrai avant. Voilà. Ok. Alors, si je comprends bien, en fait, tu as un discours qui est complètement différent de ce qu'on peut entendre il faut être prompt engineer pour pouvoir se servir d'une intelligence artificielle correctement. Dans le sens où on a vu fleurir à gauche et à droite des pseudo-formations, à peine on entendait parler d'intelligence artificielle et on voyait déjà des formations sortir partout. Donc, si je comprends bien ce que tu nous dis, c'est que, en fait, à partir du moment où tu t'intéresses à cette technologie, il te suffit simplement de d'accéder, c'est tout à fait possible d'accéder gratuitement, d'accéder à une intelligence artificielle, de taper tes petits messages, et en fait, tu peux déjà commencer à t'en servir petit à petit sans avoir de background de chercheur ou d'être professionnel du prompt engineering, etc. Tu peux déjà l'appliquer tout doucement au quotidien dans ton métier. C'est ça. Si tu veux, en fait, tu n'as pas besoin d'avoir un cursus technique. Tu n'as pas besoin d'avoir un cursus technique. Après, ce dont tu as besoin, c'est effectivement d'apprendre par l'expérience, mais aussi par les lectures et par la formation, parce que les bonnes pratiques. Mais c'est des bonnes pratiques qui sont un peu des règles, c'est-à-dire lorsque je vais finalement faire une tâche, prompter, requêter une IA, pour ces raisons-là, c'est mieux de l'organiser, ma requête, de cette façon-là, avec cette précision-là, parce que ça va donner de bien meilleurs résultats que si je fais un peu n'importe quoi. Mais en gros, tu vois, j'ai fait des tutoriels à la JFTL là-dessus. En 3 heures, les gens ont pigé le truc, quoi. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que c'est totalement accessible. Mais il faut quand même pas croire. Tu vois, si je fais n'importe quoi, dans mes requêtes, j'obtiens n'importe quoi. Là, il n'y a aucun doute. Donc, il y a une forme d'apprentissage, mais qui n'est pas une forme d'apprentissage lourde, qui est une forme d'apprentissage des bonnes pratiques. Donc, oui, il faut apprendre les bonnes pratiques. Mais c'est accessible à tous, et en particulier à tous les testeurs. C'est ça que tu vois. Donc, c'est pas, comment dire...
voilà, il n'y a pas de barrière. Mais en même temps, bien sûr qu'il faut, c'est mieux de faire bien les choses que de ne pas savoir les faire. Et ça demande effectivement un peu de formation Tout ou à fait. d'auto-formation. Ok. Mettre de la méthodologie, en fait. Ouais, Ok. c'est ça. Voilà. Comprendre les bonnes pratiques, par exemple, tu vois sur la qualité des données que tu vas donner en entrée, sur le contexte. Mhm. En fait, ce qu'il faut bien voir, c'est que un modèle d'IA, il a donc été entraîné sur plein de données. Oui. Par exemple, tu es sur une application qui est une application, je sais pas, de réservation dans un domaine particulier. Lui, il en a vu plein des applications de réservation. Si tu le requêtes, par exemple, pour la génération de cas de test ou pour l'amélioration de cas de test, sans être suffisamment précis et contextuel, Mhm. alors il va utiliser des données finalement qui seront décalées par rapport aux besoins exacts que tu as toi. Donc il y a des bonnes pratiques dans la façon de le mettre en contexte. Quand je dis le mettre en contexte, c'est que il utilise les données spécifiques de ton projet, de ton produit, pour éviter des erreurs. Donc des erreurs, il y en aura d'ailleurs toujours, hein, c'est un point qu'on pourrait évoquer. Je crois que ce n'est pas vraiment un problème si on l'intègre. Mais ce que je veux dire, c'est que oui, il y a des bonnes pratiques et que ces bonnes pratiques sont tout à fait accessibles. C'est finalement un peu dans la continuité. D'ailleurs, tu as fait un très bon... j'ai écouté ton podcast sur les compétences des personnes qui arrivaient dans le test, à la fois les soft skills et les compétences métiers du test. C'est un peu du même niveau, tu sais, quand le fait que tu aies une compréhension des techniques de test sur, par exemple, les classes d'équivalence pour les données ou les valeurs aux limites ou d'autres techniques pour concevoir les tests qui sont maîtrisables, voilà, ça fait partie des choses faciles à maîtriser. Faut rentrer un peu dedans, mais c'est du même niveau. Okay. Tu vois de complexité. Mais donc le message, il est bien là. C'est à votre disposition. 2, ça a un gros impact sur la productivité. Et 3, il faut le faire bien. C'est-à-dire que si vous le faites mal, évidemment, si vous utilisez pas de mal... résultat, quoi. Vous n'avez pas de bon résultat, vous allez perdre plus de temps, dégrader vos... donc effectivement, il faut y prêter attention. Mais ça ne nécessite pas de refaire un master ou je ne sais pas quoi, tu vois. Ça nécessite juste de se mettre un peu dedans, de ne pas du tout être bloqué. Et puis, voilà, d'apprendre un peu à l'utiliser, quoi. Ok. Donc, pour donner un mode d'emploi, là, si on a quelqu'un qui nous écoute et qui se dit ok, bon, j'ai envie d'apprendre à utiliser l'intelligence artificielle dans mon quotidien, il se prend une demi-journée, il se met derrière, on va dire ChatGPT pour le plus connu, il télécharge ton e-book, tout l'e-book de Spark Testing, il le suit, il le déroule. Déjà là, il aura une méthodologie quelque part pour pouvoir la réutiliser derrière au quotidien. Et ça va lui prendre une demi-journée. C'est ça. Exactement. Okay. Et puis, il va découvrir, tu vois, par exemple, c'est des fonctionnalités assez récentes, mais très utiles, qu'il peut prendre des captures d'écran. Oui. Et parmi, imaginons qu'il travaille sur des cas de test, informer le modèle avec les captures d'écran et demander sur des menus qu'on puisse nourrir les données de test avec les différents cas qui ont été identifiés, qui sont identifiables sur les images écran, tu vois. Ou par exemple, un cas qui est vachement, qui est bluffant, hein. Tu fais une séquence de parcours sur l'application que tu testes. Et tu vas donner l'enchaînement des images et le modèle va être capable de te produire le workflow et de te traduire ça en cas de test de bout en bout. Ah, génial. Et de façon, franchement... c'est top, hein, extrêmement bien formulé, avec les données de test que toi tu utilises parce que tu es sur l'environnement de test, donc tu fais ton parcours comme un test exploratoire, tu vois. Et derrière, il y a une formulation de ton parcours de bout en bout, un cas de test end-to-end, quoi, hein, extrêmement. Alors après, il faut un peu, faire un peu attention justement à la requête, au prompt, et puis passer les images, mais
enfin, tu divises par 10 le temps de création de ton cas de test de bout en bout. Après, bien sûr que tu vas l'améliorer, ton cas de test. Faut voir ça comme ça, hein. Mhm. Je veux dire, l'IA t'aide à créer des inputs, mais à la fin de la journée, c'est ton job à toi. Oui. C'est-à-dire que bien sûr que tu reprends, que tu dis, ah bah ouais, mais là, non, je vais rajouter telle étape ou telle observation, enfin tel résultat attendu plus précis que ce qu'il m'a donné. Tu as juste gagné du temps, quoi. Et ce qui est Et génial, puis c'est... c'est vachement ludique, hein, moi qui suis, Oui, bah oui. qui suis un fan, hein. Je peux te dire que dans tout ce que je fais du point de vue, tu vois, de mon travail un peu de bureau, Mhm. j'ai du mal à pas trouver une occasion pour me faire assister, hein. Donc, Ah ouais, je non, c'est suis vraiment fun. d'accord. C'est vraiment fun en même temps. Oui, Mm. oui. Non, puis ça fait gagner un temps fou. Là, moi, je l'utilise vis-à-vis justement du podcast en termes de recherche d'idées, en fait. Mais oui, Ça se prémâche. Enfin, une fois que j'ai quelque chose en tête, pour avoir la base et après pouvoir développer moi personnellement, enfin, c'est un temps. Avant, je mettais une journée entière à réfléchir à un truc et maintenant, en 2 secondes, c'est fait, quoi. C'est génial. c'est génial, hein, mais exactement. Et tu vois, il y a un gap générationnel. Il y a des, comment dire, une enquête 2024 qui est parue. On voyait que, si tu veux, tu avais 80% de la classe d'âge, ou 70% exactement, ou 75%, enfin donc de cet ordre-là, hein, les 3/4 de la classe d'âge 18-24 ans qui utilisaient au quotidien l'IA, ou Oui. très régulièrement, et à passer 35 ans, on était à moins de 30%. Ok. Dans les... et la raison, là, elle est très très claire, c'est-à-dire que les étudiants et les lycéens, ils ont tout de suite compris que pour réviser, pour faire un devoir, etc. Mais c'était top, quoi. Mm. C'est-à-dire qu'ils allaient vraiment simplifier la vie. Alors évidemment, il y a un petit travers à ça, c'est ceux qui n'ont pas compris qu'il fallait qu'ils aient compris eux-mêmes Mhm. l'exercice. Là, à mon avis, ils vont se planter quelque part. Mais une fois qu'ils ont compris que c'était quelque chose qui les aidait, mais que c'était bien eux, à la fin de la journée, qui devaient maîtriser les connaissances. Wow. Et tu vois, ça veut dire que toute cette génération qui va arriver dans les entreprises, Mhm. elle va arriver avec une culture de l'IA, mais c'est juste Ah bah natif, oui. quoi. Tu vois. Et donc, les organisations de tests, elles doivent préparer à ça. C'est-à-dire à des jeunes qui arrivent en disant, mais quoi, vous n'utilisez pas, alors que regardez ce que je peux faire avec. Les jeunes vont leur montrer qu'est-ce qu'ils peuvent faire avec ChatGPT ou d'autres sur telle ou telle tâche de test, que ce soit analyser un rapport de test, même générer du code, enfin, etc. Sur la plupart des tâches, tu as des assistances, tu vois. Ouais. Donc, tu vois, la transformation qui est en train de se faire, c'est... Voilà, il y a des technologies qui sont au point, mais en ayant toujours conscience que, eh bien, c'est nous qui devons faire notre propre production, Mhm. aider, comme tu fais, exactement comme tu fais, comme je fais moi au quotidien. Hein, on ne croit jamais l'IA, jamais, mais c'est juste pas un problème, parce qu'elle nous a fait gagner plein de temps. Mhm. Et à la fin, c'est nous qui avons le dernier mot. Et tu vois, avec cet état d'esprit qui est celui des jeunes générations, parce qu'ils l'utilisent dans leur travail scolaire, universitaire, quoi, tu vois, franchement, ça va aller très très vite, hein, dans tous les métiers. Mhm. Mhm. Là, j'ai confiance aussi. De toute façon, la génération Z et Alpha maintenant, ils sont très 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 en avance sur certaines choses et j'ai confiance en tout cas. J'aimerais qu'on parle un petit peu des risques. J'aimerais qu'on parle des risques parce que l'IA, ça fait un petit peu peur. On se représente la science-fiction, l'idée de science-fiction. Pour moi, il y a 2 types de risques. Ceux qu'on va avoir quand on va utiliser vraiment cette intelligence artificielle, en termes de biais, par exemple, en termes écologiques, par exemple, en termes de tout ça. Et un autre risque plus sur l'humain, pour le coup. Est-ce qu'on va avoir un remplacement parce qu'on sait que ça va faire des humains augmenter, mais il y a quand même beaucoup de personnes, encore 3 ans après, qui se demandent si l'intelligence artificielle va les remplacer, etc. Donc,
Est-ce que tu peux me parler un petit peu de tout ça? Oui, c'est un point clé, hein. Enfin, c'est un sujet majeur, hein. Effectivement. Je trouve qu'il est parfois, tu vois, on met en avant les risques sans discuter finalement de ce que ça veut dire qu'utiliser, c'est parfois mis trop en avant, je trouve. Mais je suis tout à fait d'accord. Donc, si tu veux, faut bien découper les sujets. Mhm. Donc, il y a la première question que tu as adressée, qui est ce truc-là, finalement, il est biaisé, Oui. il fait des erreurs, hein, les fameuses hallucinations. Il y a des capacités qu'il n'a pas. Il n'est pas très bon, tu vois, pour faire des raisonnements un peu mathématiques ou lorsque, par exemple, je lui demande des planifications, il n'est pas très très bon. Mhm. Parce que c'est des modèles de langage qui savent bien connecter finalement du langage, mais pour, tu vois, pour résoudre des problèmes, il est moins bon. Tu vois, sur ces trois types de problèmes, hein, qui sont finalement que j'ai pas le résultat que je voudrais, la réponse, elle est à deux niveaux. Elle est, qu'il faut augmenter soi-même ses bonnes pratiques de requêtage, parce que en requêtant bien, en donnant du contexte aussi, en donnant des données, on va minimiser les problèmes de biais, les problèmes d'erreur et d'hallucination. Mhm. Et puis le deuxième réponse à ça, c'est que les résultats de l'IA, ils se vérifient. Oui. Et si on ne les vérifie pas, si je fais le copier-coller que j'aurais bien envie de faire parce que j'aimerais bien aller à ma séance de... Enfin bref, je suis un peu pris par le temps. Non, ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça. Mhm. C'est-à-dire que ça t'a fait gagner beaucoup de temps, mais si tu ne vérifies pas, tu as toutes les chances de propager des bêtises, quoi. Ouais, ouais, Donc ouais. tu vois, c'est vrai, ça existe, mais d'abord, je peux l'atténuer avec un usage qui soit... et puis, je dois le contrôler. C'est-à-dire, à aucun moment donné, c'est l'IA qui a le dernier mot. À aucun moment donné, je peux dire à mon chef, ah oui, ça a merdé là, ou c'était pas bon, parce que l'IA. Ça, c'est vraiment une phrase qui doit être totalement interdite, parce que, l'IA, c'est un outil. C'est toi là qui fais le job, c'est pas l'IA. Toi, tu t'aides de l'IA et c'est super, mais c'est toi le responsable. Donc, tu vois ce que je veux dire, c'est-à-dire que, en fait, oui, ça fait des erreurs, mais d'abord, ça en fait pas tant que ça si on le pratique bien. Oui. Et puis, deuxièmement, de toute façon, il n'y a pas de débat. Le résultat de l'IA, on se l'approprie, on le vérifie et c'est le nôtre. Tu vois. Donc ça, c'est le premier point. Après, sur le deuxième point, il y a un vrai gros sujet, hein. Tu sais, là, je suis un peu dessus parce que je contribue au nouveau syllabus qui a été décidé par l'ISTQB qui va s'appeler Tester avec l'IA générative. Et justement, je contribue à la rédaction du chapitre sur les risques et de la section sur les risques environnementaux. Ok. Il faut avoir en tête que lorsque on fait une requête, au lieu de faire une requête Google, on fait une requête ChatGPT, puisque dans la nouvelle version de ChatGPT, il y a des recherches Internet, donc on peut... Et effectivement, c'est vachement intéressant, parce que du coup, il a des réponses qui sont documentées sur le web. Mhm. On a un coût de requête web, hein, qui est 4 à 5 fois supérieur. Lorsque je fais une génération d'images, que j'évite personnellement de faire à cause de ça, il faut vraiment que j'ai une bonne raison, eh bien, ça coûte, tu vois, la charge d'un téléphone. Une seule image. Ah, quand même. Voilà, c'est terrible. Par contre, une génération, par exemple, d'un cas de test, ça va être beaucoup plus faible. Oui. Tu vois, ça va être presque une requête, en fait. C'est de l'ordre d'une requête. Donc, il faut avoir conscience que, suivant la tâche qui est réalisée, les consommations d'énergie sont très différentes. Et que le pire de tout, c'est la génération des images. Mhm. Tu vois, tu promptes en disant, crée-moi une image qui fait ci, qui fait ça, à la manière de Picasso ou ce que tu veux. Mhm. Il va te faire un truc super chouette, il va même t'en faire deux pour comparer. Ça coûte un bras. Voilà. Donc, il n'y aura pas le choix, hein. Il va falloir qu'on soit parcimonieux avec l'utilisation de l'IA. C'est-à-dire que oui, on va l'utiliser, oui, ça nous apporte, mais ça ne peut pas être tout azimut parce que là,
Tu vois, on est en train de créer une courbe d'augmentation de l'impact de l'IT, quoi, en général, sur la consommation d'énergie et sur l'impact carbone, qui n'est pas bon du tout. Donc l'IA est un facteur aggravant, quoi, clairement. Donc, alors, est-ce que ça veut dire qu'il faut interdire l'IA? Ben, tu sais bien que c'est pas ce qui va se passer, hein, parce que... Mais pour autant, ça veut dire qu'il faut qu'on ait cette conscience que non, c'est pas tout, on fait pas tout avec l'IA, on fait pas, voilà, quoi. On essaie d'avoir une sensibiliser sur ce réflexion, quoi. sujet-là. Ouais. Malheureusement, en tant qu'être humain, on n'est pas très bon pour ce genre de choses, prendre en compte vraiment les conséquences, surtout quand elles nous paraissent hyper lointaines, pardon. Mais ok, pour sensibiliser un maximum en disant que voilà, utiliser l'intelligence artificielle, c'est super, mais attention à ce qu'on fait, attention à ce qu'on demande, parce que derrière, il y a un impact réel, quoi. C'est ça, exactement. Donc, faut vraiment, ça fait partie, tu vois, ça fait partie de la culture absolument nécessaire. C'est-à-dire que il faut savoir proprement utiliser, bien utiliser, et il faut avoir conscience des risques d'erreurs, de biais, de mauvaises réponses, quoi. Et puis, il faut avoir une forte conscience du coût que ça a et de l'impact que ça a suivant la tâche. Et puis, voilà, avoir une attitude responsable en tant qu'équipe et en tant que personne, quoi. Ok. Alors, il y a un troisième sujet que tu as soulevé qui est vraiment important. Et là, franchement, ça fait partie des questions qu'on se pose tous, hein. C'est-à-dire, quel va être l'impact sur les métiers, sur les personnes, sur l'emploi? Et on ne sait pas. Mais moi, j'ai quand même quelques analyses aujourd'hui. La première, tu sais, c'est que on a vécu dans le monde du test depuis 15 ans, sur une idée là qui a apparu que finalement, il fallait des profils de plus en plus techniques. Oui. Et je pense que en fait, l'IA va changer ça. Elle change ça. Pourquoi? Parce que sur l'automatisation scriptée des tests, elle va être bientôt remplacée par de l'IA. Ok. C'est-à-dire que les capacités d'IA pour exécuter des tests, générer du code, mais corriger ce code, exécuter ce code, vont finalement faire que cet aspect d'exécution qui a vachement pesé ces dernières années en disant il faut des automaticiens, etc., finalement, l'IA va s'occuper de ça. Alors, nous, à Smart Testing, on travaille sur un agent assistant du testeur manuel qui prend des descriptions manuelles de tests et qui les exécute sur une application web. Bon. Mais ça va... Enfin, tu vois, les technologies sont là, quoi, pour pouvoir faire ce genre de choses. Donc, ce que je perçois, c'est que la question de l'automatisation va devenir moins prégnante parce que... très fortement assisté par l'IA, et que la bonne question devient le cœur du métier du test, c'est-à-dire savoir quoi tester, avoir une bonne connaissance de l'appli, avoir des capacités justement de bonne harmonisation, collaboration au sein de l'équipe pour aller justement mener les bonnes actions de qualité. Donc tu vois, je trouve que c'est une opportunité pour justement une bonne partie des profils de testeurs fonctionnels qui s'inquiètent un peu et qui s'inquiétaient de la vague technique aussi en disant moi je ne suis pas développeur, quoi. Et je crois que l'IA est favorable à ces profils-là. Ok. C'est un peu contre-intuitif, hein. Je pense que les personnes en question se disent non, nous on va être balayés par l'IA. Je crois que c'est l'inverse. C'est-à-dire qu'en fait l'IA résolvant une partie, ces problèmes d'automatisation, ce qu'on va attendre des personnes, c'est bien leurs compétences du point de vue des enjeux qualitatifs de l'application, de la connaissance de l'application, et puis de tout ce qui est de l'organisation des activités de test, de vérification, et puis de prévention aussi, tu vois. Donc finalement, favoriser ces profils-là. Ce qui sera un retournement. Puisque depuis une dizaine d'années, on était plutôt... mais alors, on verra, tu me réinvites dans quelques années. On en reparlera. Et on en reparle, mais tu vois, je suis plutôt porteur d'une bonne nouvelle. Mais oui. Tu vois. Mais oui. Après, il y a l'autre interrogation, c'est-à-dire sur la quantité d'emplois.
Parce que, donc, sur le profil d'emploi, je pense que c'est favorable au profil testeur fonctionnel, Ok. et c'est un point important. Mais sur la quantité d'emploi, plus il y aura de tâches assistées, plus productives, ça peut réduire le nombre d'emplois dans le secteur à terme. Tu vois ce que je veux dire? Après, les besoins de tests sont considérables, on fait beaucoup d'applications, il y a beaucoup de changements. Et donc, ça reste une interrogation sur... voilà. On commence à voir aux États-Unis une première réduction du nombre d'emplois de développeurs qui est plutôt au profit des seniors, des développeurs seniors. Ok. C'est-à-dire, le développeur senior assisté par l'IA permet que il connaît vachement bien l'appli, le métier et le dev, et du coup il va plus vite lui, quoi. Et finalement, on privilégie. Donc il y a un petit peu déjà un impact, en particulier aux États-Unis, sur le métier de développeur, favorisant plutôt les seniors. On va voir. Non. Ouais. Voilà. Mais tu vois, au niveau des profils, je voudrais rassurer les personnes qui sont venues sur le test à partir finalement d'un background plutôt lié au fonctionnel et qui ont aussi les soft skills, c'est que cette demande liée à l'automatisation, il semble qu'elle va être réglée par l'IA. Ok. Du coup, ce qu'on attend d'eux, c'est plutôt ces qualités liées à finalement à la prévention des anomalies, à leur détection, etc. Et donc le cœur de métier. D'accord. Ok. C'est important, je pense, de le dire, et ça me fait plaisir en fait de l'entendre venant de toi, parce que moi j'étais plutôt sur la démarche inverse, mais le fait d'avoir un son de cloche différent, ça me fait plaisir. Non, mais clairement, je pense que évidemment, la bonne nouvelle va prendre un petit peu de temps à se diffuser, mais je pense qu'il y a des arguments forts qui vont dans le sens que je te dis par rapport à l'évolution des supports IA sur les activités. Ok. Bon, je vais pouvoir, dans tous les cas, parce que j'ai beaucoup de personnes qui me contactent justement, qui pensent à une reconversion. Est-ce que je devrais me tourner vers du test fonctionnel parce que je suis pas très à l'aise avec tout ce qui est code, et pouvoir peut-être rassurer en tout cas sur ce sujet-là. Ok. Oui. Donc, en termes de compétences, on en a, pour les testeurs actuellement, on en a parlé. Ma dernière question, parce qu'on arrive sur la fin du podcast, avant-dernière, pardon. Est-ce que tu as des exemples d'entreprises qui ont mis en place l'intelligence artificielle là depuis 1 an, 1 an et demi, 2 ans peut-être, au sein de leur organisation, en termes de résultats, ce qu'ils ont obtenu? Oui. Alors, écoute, c'est le sujet de la nouvelle journée du CFTL, donc une journée thématique IA, où le matin, on est finalement sur apprendre à bien utiliser, et l'après-midi sur les retours d'expérience. Et si vous regardez le programme de cette journée donc thématique IA générative, testée avec l'IA générative, elle s'appelle, vous voyez qu'il y a des retours d'expérience, par exemple d'Air France KLM, je prends cet exemple-là, sur la partie user story, des user stories à l'automatisation, où là, ils ont déjà des gains. Ils ont mis en place, finalement, dans leur process, ils ont intégré, donc chez Air France KLM, au centre de service, là, à Sofia, ils ont intégré à différents niveaux et différentes tâches avec finalement des gains mesurables qui vont présenter là. Et il y a aussi une présentation AXA sur la partie que j'évoquais, sur la partie du raffinement des exigences. Donc on commence à voir des organisations qui ont maintenant suffisamment de retours pour démontrer le retour sur investissement et aussi les bonnes pratiques et comment ils l'ont mis en place. Et qu'est-ce qui marche moins bien. Donc on reste au début, mais je dirais que c'est des organisations qui se sont lancées il y a, disons, un an, à peu près, puisque finalement les organisations ont réellement commencé à se lancer dans l'IA générative
fin 2023, tu vois. Donc, on a 1 an d'expérience et ces retours d'expérience démontrent des gains et démontrent aussi les bonnes pratiques, enfin, montrent les bonnes pratiques. Tu vois. Donc, c'est que le début, mais on a les premiers résultats dans le domaine du test sur des organisations peut-être plus avancées que d'autres, comme, tu vois, celle que je te citais là, AXA et Air France KLM. Ok. Alors, il y a aussi une présentation d'Orange Oui. où il y a en particulier des impacts sur la partie automatisation, où ils ont pas mal avancé sur la partie automatisation. Donc, alors là, je viens de voir qu'elle a lieu le 21 janvier donc 2025. C'est ça. Dans le 12e à Paris. Oui. À la suite de cette présentation, étant donné qu'on aura des résultats probants de l'impact de l'intelligence artificielle au sein d'une entreprise et de ce que ça fait sur la productivité, les gains de productivité, etc., très probablement que derrière, on aura de plus en plus d'entreprises qui vont s'y mettre réellement, qui vont rattraper le wagon et qui vont intégrer là-dessus. En France, j'ai l'impression qu'on est un petit peu... on prend un petit peu plus notre temps, on attend de voir un peu ce que ça va donner, on regarde les États-Unis, comme souvent. Très probablement qu'on va avoir un impact direct en fait sur des prises de décision vis-à-vis des entreprises. Et sachant que actuellement on est un peu dans un creux au niveau des recrutements justement de profils juniors dans le test, mais dans l'IT en général, est-ce que tu penses que ça va redonner un boost sur le recrutement? Non, je ne crois pas que ça donnera un boost parce que pour ce recrutement est vraiment corrélé à la dynamique économique globale. L'IA générative est plutôt vue par les entreprises comme une source d'économie. Donc, du point de vue de ces organisations-là, elles en attendent. Les chiffres sont, enfin les attentes ont été bien formulées. Elles sont par exemple dans le World Quality Report là. On voit que 65% des décideurs attendent des gains de productivité, 55%, je te donne les chiffres de mémoire, mais des gains en vélocité, c'est-à-dire en raccourcissement des cycles de test pour que le test soit moins goulet d'étranglement. Et puis on tombe à 50% sur l'amélioration de la qualité des tests. Ce que je veux dire par là, c'est que les attentes sont beaucoup sur la productivité en fait. Et donc... je pense qu'il y a une volonté vraiment d'y aller qui effectivement va s'appuyer sur les premières expériences, comme tu le disais, mais dans cet objectif-là, être plus productif, quoi. Donc je ne crois pas que ça va relancer l'emploi, pour être malheureusement assez clair là-dessus. Par contre, à titre individuel, ça veut dire qu'il faut effectivement rajouter cette corde à son arc. Du point de vue de l'employabilité dans le secteur, c'est clair que le fait d'avoir une expérience d'usage de l'IA pour les tâches de test sera forcément un plus à un moment donné. Donc voilà, il faut que chacun l'entende aussi, je veux dire. S'y mettre. Ok, bon. Bruno, je pense que j'aurais pu encore te poser 25 questions. Mais c'était très chouette, j'ai pas vu le temps passer. Ça passe vite, hein? Oui, ça passe vite. Est-ce que je peux rajouter sur les initiatives CFTL qu'il y a une enquête IA pour justement donc une forme d'observatoire des pratiques, c'est la première et elle est ouverte en ce moment. Donc le lien est sur le site du CFTL dans les actualités. Donc cette enquête IA vise à finalement voir où on en est, quel est l'état des lieux. Tu vois, il y a déjà eu 100 réponses, donc on en espère 250 pour être assez représentatif et les personnes qui répondent auront les résultats en primeur. Voilà, et une invitation à la journée thématique IA pour ceux que ça intéresse, donc sera tiré au sort en fonction des inscriptions à ce petit concours-là. Donc voilà, c'est juste je fais de la promotion parce que c'est important que ça soit assez représentatif et que les personnes qui sont concernées par le sujet puissent y répondre, regarder les questions. Ok, donc je mettrai le lien dans tous les cas dans le descriptif de l'épisode. Super. Est-ce que tu as une question pour moi?
Alors, non. Ok. C'est une question rituelle du podcast. Je demande toujours si Peut-être, si, Ouais. j'ai quand même une question qui est... donc, j'ai vu ton activité professionnelle Mhm. sur LinkedIn. Est-ce que toi, dans ton organisation et toi-même, comment tu appréhendes le sujet des assistants IA et de l'IA dans tes activités? Mm. Donc, pas dans l'activité qui est celle de Calisti, mais vraiment dans ton activité Au pro quotidien. de Mhm. testeur, ouais. Ouais. Alors justement là-dessus, la chance d'être dans une entreprise qui essaie un peu d'être pionnier sur ces sujets-là et qui prête évidemment attention à tout ce qui se passe sur le marché de la qualité. On a eu une formation là-dessus assez longue, hein, sur 3 jours, 2 jours et demi. On avait une présentation théorique, etc. Et puis une pratique d'autre part. Donc c'est quelque chose qui est pris en compte et surtout il y a un développement d'outils justement pour pouvoir les mettre à disposition d'autres entreprises. Et dans ce contexte-là, évidemment, on fait appel à des testeurs, à des consultants pour pouvoir faire avancer la qualité de ces outils justement. C'est possible de se porter volontaire pour ça, pour les plus intéressés en tout cas. C'est qu'il y a pas mal de monde qui essaye d'y participer, donc ça devient un petit peu restrictif. Mais après, plus généralement, pour la totalité, hein, je pense, des consultants de l'entreprise, on a vraiment une obligation de se former au principe d'intelligence artificielle et pour les testeurs spécifiquement à la méthodologie en fait dont on parlait au départ, en disant attention, quand vous allez utiliser un LLM, il faut le faire de telle et telle manière, ne pas rentrer n'importe comment, parce que derrière, vous allez avoir un résultat qu'il va falloir analyser, etc. Et dans le quotidien, vous pouvez éventuellement l'utiliser pour ça et ça et ça. Donc, il n'y a pas de restriction sur l'utilisation. Il y a vraiment un conseil de commencer à l'intégrer au fur et à mesure, petit à petit. Donc, ça, c'est pour ma boîte de conseils. Maintenant, pour mon client, on n'en est pas là du tout. J'ai évoqué le sujet et bon, on n'y est pas. Vraiment, on n'y est pas. Donc voilà, je l'utilise dans mes activités personnelles quotidiennes et je sais que si j'ai besoin, en tout cas, de monter en compétence dessus, je vais pouvoir le faire au sein de mon entreprise, quoi. Voilà. Très bien. Ok, merci. Avec plaisir. Bruno, merci beaucoup. Merci à toi. Merci Makeda, beaucoup. vraiment beaucoup. Ouais. C'était un chouette épisode et je pense qu'il va être très apprécié parce que c'est le genre de sujet qui est vachement attendu, surtout en ce moment. Voilà. Merci à toi. Merci Donc, beaucoup. continue bien. C'est génial ce que tu fais avec Calisti. Merci beaucoup. À bientôt. Si cet épisode vous a plu, vous me feriez super plaisir en l'envoyant à 1, 2 ou 3 personnes intéressées par le sujet. Le bouche à oreille est la meilleure manière de faire connaître un podcast, surtout si le contenu vous apporte de la valeur. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, à vous abonner au podcast pour être au courant de la mise en ligne du dernier épisode. On se retrouve dans 15 jours et d'ici là, portez-vous bien.